Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo hors série. Alors hors série, pourquoi? C'était simplement pour refaire un point, puis pour les nouveaux abonnés, pour ceux qui viennent d'arriver il y a peu, sur les travaux du bateau globalement, et sur voilà, un petit résumé du pourquoi, du comment. J'ai un peu tardé à faire cette vidéo parce que j'ai des sensations un peu en dents de scie avec tous ces travaux, c'est-à-dire que je me mets dedans, ça va et tout. Par contre, quand je commence à trop réfléchir à la faute à qui, pourquoi, etc., j'avoue que ça peut me venir le cafard un peu aussi. Voilà, je préfère être la tête dans le guidon et faire les travaux au fur et à mesure qu'ils arrivent et au fur et à mesure qu'on les entreprend. Voilà la raison pour laquelle j'ai un peu tardé. Ça doit faire plus de 3 semaines qu'on avait dit qu'on allait faire ça. Dans un premier temps, je vais retracer un peu les travaux, comment on a découvert les choses, pourquoi on l'a pas su avant, pourquoi on a commencé, et puis ce qu'on est en train de faire et ce qui reste à faire à notre connaissance. Et je vais aussi passer rapidement sur ce qu'on avait à faire avec le budget prévu initialement sur le bateau, donc qu'on n'a pas pu faire à cause des travaux imprévus et tout. J'essayerai aussi de vous mettre, on l'a pas encore fait ça, parce qu'on a parlé déjà plusieurs fois de ces travaux au début de la chaîne. En fait, on a une expertise papier. Je vais essayer de montrer aussi les points qui avaient été notés sur l'expertise, et donc les points forcément qui ressortiront à côté. Et par élimination, on pourra tout de suite faire une comparaison entre l'expertise qui a été faite et les dégâts qu'il y a sur le bateau, qui n'ont pas du tout été trouvés avec le recul, pas cherchés. Ces dégâts-là, ils n'ont pas été cherchés. Donc le bateau, comme je l'ai déjà dit, il a été expertisé, c'est un bateau en contreplaqué époxy, et il a été expertisé comme un bateau en polyester par un expert soi-disant professionnel et compétent dans son domaine, puisqu'il a un numéro de SIRET, pignon sur rue, il est pas loin, je vais pas dire le nom, on n'est pas là pour ça, mais par contre pour ceux qui voudraient acheter un bateau aux Antilles, je pense que c'est quand même important de savoir où on peut trouver un bon expert et où on est sûr de trouver un mauvais expert. Alors je suis pas là pour cracher sur cet expert là, on donne juste notre point de vue. Quand vous verrez l'expertise, les dégâts du bateau, et qu'on vous expliquera ce qui a été dit le jour de l'expertise, après on pourrait très bien mentir. Franchement, on n'a aucun intérêt à faire ça, on a suffisamment à faire que d'inventer des mensonges dans une vidéo, c'est pas du tout le but. Par contre, cet expert, il est très proche de l'aire de carénage du marin, il a pignon sur rue, il a une belle enseigne, une belle pub. Honnêtement, et je vais pas trop m'attarder là-dessus parce que sinon ça va encore me foutre le cafard pour la journée. On a payé l'expertise de mémoire, je crois que c'était 1500 ou 1600 euros. On a eu une entreprise, nous, pendant presque 20 ans. Je dis pas qu'on n'était pas à 1600 euros près, hein. Je dis juste qu'à un moment donné, quand tu as une entreprise, que tu as une réputation à tenir, que tu aimes ton métier et que tu le fais professionnellement, faire du charlatanisme pour 1600 euros, quand on a 50 ans passés, je trouve ça hyper bas, quoi. Je trouve que c'est dommage pour cet individu, c'est vraiment dommage d'avoir fait une carrière. Il a été marin, ce mec, je crois qu'il a même navigué avec 2 carcezons. Je veux dire, il a quand même un bagage derrière. Je trouve ça super dommage et triste d'arriver à ce niveau de carrière pour être obligé de faire du charlatanisme pour gagner sa vie. C'est vraiment dommage. C'est du gâchis en fait, tu gâches ta vie professionnelle, ta réputation, ton image, l'image de toi-même. Ce mec, j'ai été le voir dans son bureau il y a plus d'1 mois. Ça faisait au moins 4 mails et au moins 4 appels téléphoniques qu'on lui demandait une copie par mail de l'expertise. Parce que ma boîte mail sur laquelle a été envoyée l'expertise au moment où ça a été fait, je l'ai fermée, c'était ma boîte mail pro de mon entreprise avant. Donc on lui demande simplement de nous renvoyer une copie par mail. On l'a en papier, mais on lui demande une copie par mail pour éviter de devoir scanner
toutes les pages papier. Il me dit je vais voir ce que je peux faire avec mon collaborateur, celui qui a réellement expertisé le bateau. Parce que c'est pas lui qui l'a fait, c'est son collaborateur, son salarié quoi. Il m'a dit je vais voir ce que je peux faire. Je dis mais c'est tout vu. Votre collaborateur je l'ai eu au téléphone. Et c'est vrai on l'a eu au téléphone. Et il nous a dit bah faut voir avec le boss mais ça lui ressemble pas de pas vous l'envoyer etc. Ça fait plus d'un mois. 4 mails, plus de 4 appels téléphoniques. Toujours rien. En fait ce type là il est pas du tout correct quoi. Pas du tout pro, pas du tout correct. Et non seulement il a son collaborateur a aucune compétence pour avoir expertisé notre bateau, il avait aucune compétence et c'est pas moi qui le dis, c'est les faits qui le montrent. Mais en plus de ça, lui n'est pas capable de corriger l'erreur de son salarié. Il y a même un moment donné, je lui ai demandé le remboursement de l'expertise par correction en fait. À partir du moment où tu fais mal ton travail, je sais pas. Nous dans notre travail, combien de fois on a dû aller faire du SAV, mais juste pour satisfaire le client. Même parfois, c'était même pas justifié, mais juste pour pouvoir satisfaire le client. Et c'est un gage aussi de bonne réputation derrière. Je comprends pas. Je pense qu'il n'y a rien à comprendre. C'est juste qu'il y a l'humain est comme ça. L'humain, il est vénal, il est avare. Il y a des gens qui sont capables de salir leur propre image et leur réputation, celle de leur entreprise et de leurs collaborateurs pour 1600 €. Bravo. Et leurs conneries peuvent en fait, auraient pu nous coûter peut-être la vie. Parce que si on avait écouté sans du tout aller chercher quoi que ce soit avant d'aller naviguer, ben, on aurait pu prendre la mer avec un bateau comme ça. Et donc ça aurait pu nous coûter très très cher en termes de sécurité. Et pour le coup ça nous coûte très cher en termes d'argent et de temps perdu. Ah, ça c'était pour le cas de l'expertise. Et je vous montrerai donc les différents points sur le rapport pour que vous puissiez vous faire une idée. Là j'en ai profité parce qu'on était dans les travaux depuis quelques jours. J'en ai profité pour aller courir ce matin, histoire d'évacuer un peu les journées passées. Et puis ben on vous montre tout ça et je vais vous expliquer tout ça tout à l'heure sur le bateau. Allez, attention, âme sensible, s'abstenir. Oui, j'ai oublié. La dernière fois qu'on a parlé des problèmes de bateau, de l'ancien propriétaire, etc., on a eu des commentaires comme quoi c'était pas correct de dire les choses comme ça en vidéo ou en commentaire parce que ça laisse pas la place au principal intéressé de se défendre ou de donner son opinion. Bah en fait si, hein, qui n'est pas forcément visible tout de suite à la vidéo, c'est que on leur a laissé des portes ouvertes au propriétaire et à l'expert depuis bientôt 1 an maintenant. Donc j'ai envie de dire ils ont largement le temps de réparer, du moins d'avouer leurs fautes verbalement et par le biais d'un courrier ou quoi que ce soit. On n'a absolument rien eu. Donc à un moment donné, si t'as pas envie qu'on pense du mal de toi ou si t'as pas envie que ta réputation ou ton image peut être salie, quand on te tend une perche tu la prends quoi. Donc là il n'y a pas eu du tout ça hein. Donc moi j'ai envie de dire que si je vais dans un bon resto ici au Marin et que j'ai envie de dire que c'est un bon resto parce que je pense que ça peut être bien pour vous, je vais le dire. Par contre si je vais faire un truc, je sais pas, si j'ai un rapport avec quelqu'un qui est quelqu'un de pas correct, imbuvable, machin, pas aimable ou j'en sais rien, je vois pas pourquoi je le dirais pas. Pourquoi il faudrait dire les choses quand c'est bien et il faudrait pas le dire quand c'est mal parce que ça passe tout de suite pour de la critique. C'est pas du tout le cas. En fait, c'est pas du tout le cas. Nous, on a vendu notre entreprise. À un moment donné, ce qu'on a fait de bien, ça restera gravé dans les mémoires. Ce qu'on a fait de mal, je pense pas trop en avoir fait, ça restera gravé aussi dans les mémoires. C'est comme ça. On choisit soi-même de laisser une image. Et l'image qu'on a envie de nous-mêmes. Maintenant, c'est mon opinion. Et encore une fois, ce que je dis par rapport à l'ancien propriétaire de ce bateau ou de l'expert, ça n'est que mon opinion. Il y a peut-être des gens qui connaîtront l'ancien propriétaire
et l'expert, ou les deux. Et si vous pensez que c'est des gens corrects ou que ça peut l'être, ça me dérange absolument pas. Je suis pas là pour convaincre qui que ce soit qu'on s'est fait escroquer, et on amène juste des faits. Maintenant, voilà, c'était juste pour une petite mise au point pour que ce soit clair, quoi. C'est ici que ça se passe pour le petit bilan des travaux. Comme je disais, j'ai un peu tardé à le faire parce que j'avoue que je baigne dedans suffisamment souvent et ça remue à chaque fois le couteau dans la plaie, donc c'est pas le grand kiff à faire. Mais bon, ça permet de faire un petit bilan et un petit point général. Donc clairement, quand on a acheté le bateau, l'expertise elle ne montrait rien de particulier. En tout cas, rien d'important. Les quelques petites choses qui avaient été indiquées dessus ont été faites, mais c'était des broutilles, genre ça devait représenter, je sais pas, peut-être 100 ou 150 balles et encore, et peut-être 1 heure ou 2 de main d'œuvre. Donc c'est vraiment pas grand chose. Absolument rien n'a été notifié sur les problèmes de pourriture liés au bois ou quoi que ce soit. Les seules choses que j'avais vues moi, j'avais quand même vu 2-3 petites choses, hein. J'avais vu 2 zones un peu molles quand l'ancien propriétaire était monté sur le roof pour aller me montrer la voile, etc. Il y avait une zone molle là et une deuxième ici. Il s'avère que les 2 zones étaient pourries. Donc il y en a une qu'on a déjà refait, l'autre pas encore. La troisième chose, c'était un taquet de pont qui avait un petit peu de jeu. C'est celui-ci. Et c'est précisément sur ce taquet de pont qu'on a eu le plus gros des soucis, c'est-à-dire de la pourriture jusqu'à sur la carène et les supports de poutres de compression. Là-bas et là-bas. Ce qu'on peut affirmer et assurer aujourd'hui, c'est que le mois qui a suivi l'achat du bateau, on a eu déjà les premiers problèmes. On a d'abord eu un problème de cadène d'écoute de GV, ici, avec une grosse pourriture qui allait jusqu'à dans la cloison, dans la cale moteur, et qui se propage d'ailleurs même ici. Il faudra que je fasse une reprise ici. C'était dès les 2 mois qui ont suivi l'achat du bateau. Et l'autre chose qu'on a vu peu de temps après aussi, c'est une pourriture ici en pied de mât. Étant donné l'avancée des pourritures quelques mois après l'achat du bateau,
Et quand je vois maintenant, ça fait 1 an qu'on est sur le bateau, l'allure à laquelle les pourritures avancent, je peux affirmer à 100%, depuis déjà plusieurs mois, les pourritures étaient déjà présentes. C'est-à-dire que les problèmes étaient déjà là. Ils s'accentuent au fur et à mesure du temps. Et évidemment, l'eau a continué à rentrer à un moment donné. Sauf que depuis qu'on est à bord du bateau, je fais tout ce qui est possible pour pouvoir colmater les entrées d'eau. C'est-à-dire que même ce que j'ai pas encore pu réparer, j'ai essayé d'aller mettre du Sika, des choses pour... D'abord j'ai laissé sécher et ensuite j'ai refermé pour essayer d'éteindre les feux, quoi, pour essayer de colmater un petit peu les choses, en attendant de pouvoir les refaire. Donc on a fait refaire cette cadène de GV, on a fait faire l'autre aussi, juste par acquis de conscience. Petite précision, sous la cadène des écoutes de GV là, ce qui est important à préciser, c'est qu'il y avait la contreplaque en bois qui n'était pas imprégnée avec de la résine, avec de l'époxy. Donc le bois était brut. Donc après, il ne faut pas trop s'étonner non plus que la pourriture avance. À un moment donné, il y a de l'eau qui rentre, il y a du bois qui n'est pas imprégné à la résine. C'est peut-être d'ailleurs même une réparation qu'il y avait déjà eu avant et donc qui n'avait pas été imprégnée après cette réparation. En tout cas, il a fallu qu'on reprenne ça et on n'a pas pu aller naviguer. Heureusement, on s'en est aperçu parce que sinon, ça aurait pu être dramatique pour nous. Je l'avais déjà expliqué. On aurait pu faire un empannage et arracher un morceau de pont parce que la pourriture, je passais presque mon doigt dans la contreplaque, quoi. Petite précision, et vous le verrez tout à l'heure dans l'expertise, il y a aussi, pas loin de cet endroit-là, le fond d'un coffre qu'il y a dans la baignoire, dans le cockpit, qui était pourri, que j'avais repris aussi, que j'ai repris. Et on voit la trace noire dans l'expertise. L'expert n'a pas vu en fait cette trace noire, malheureusement. C'est les premiers travaux qu'on a fait faire. Ensuite, on a fait par nous-mêmes, parce qu'à un moment donné, on s'est dit qu'il fallait bien faire les choses nous-mêmes. On a refait ça. Et là, c'est la même chose. Petite zone molle ici. Et puis vous commencez à percer, à investiguer, à regarder. Et la pourriture, elle est plus loin. L'eau, elle a ruisselé dessous dans le bois, petit à petit, petit à petit. Donc, je vous laisse imaginer qu'on a beau être aux Antilles, pour que de l'eau, de la pourriture de bois qui commence là, vienne jusqu'à là, sachant que le bois il était vermoulu. Mais quand je dis vermoulu, c'était une éponge. Ça se fait pas en 2 mois. Je suis pas menuisier, mais à un moment donné, il faut pas prendre les gens pour des imbéciles non plus. Troisième travail, c'est la pourriture en pied de mât. Là, j'avoue que ça a été la douche froide, parce qu'on ne savait pas si on allait devoir démater, si la pourriture allait plus loin, on n'y connaissait pas grand chose. On a réparé, j'ai fait ce que j'ai pu, et, a priori ça le fait bien, hein. De toute façon la pourriture n'allait pas finalement en pied de mât, donc voilà. Par contre, malfaçon par rapport au rail de génois autovireur, parce que l'eau est bien rentrée par les vis, voilà. C'est un bateau en bois. Le problème de l'ancien propriétaire, c'est qu'il a dû bâcler, c'est inconscient de faire ça, mais il a dû bâcler les finitions. Toute la pose de l'accastillage, il aurait dû mettre de l'époxy, des vissages, enfin il y a des manières de faire. Et plutôt que de visser simplement et bêtement dans le bois avec du Sika, c'est-à-dire avec une pâte, quoi, avec comme dans une matière qui ne pourrit pas, sauf que du bois ça pourrit. Il était menuisier de métier à la base, donc à un moment donné on a quand même des notions. C'est complètement inconscient et stupide d'aller percer du bois juste en mettant un petit peu de Sika et penser que dans le temps ça va tenir. Tout l'accastillage est posé comme ça. Donc déjà on sait de base qu'on a tout l'accastillage à reprendre. Les troisièmes points qu'on a vus, c'est les grosses pourritures au niveau des étraves, les 2 étraves. Et je peux vous dire que pour ceux qui ont vu les vidéos, c'était vraiment pourri. Pour bien faire, il faudra que je reprenne, une fois le bateau à sec, des parties de carène. J'ai un travail d'investigation à faire. Tout est colmaté, tout a été bien fait de ma part quand on a repris ça. Mais il y a des endroits que je voudrais améliorer, tout simplement pour éviter des risques de pourrissement futurs liés au problème d'avant. En parallèle, bien sûr, au fur et à mesure, on trouve d'autres choses. Il y a de la pourriture au niveau du bois devant le davier de l'ancre.
et un peu dans ce coffre-là. En tout cas, ça dans le coffre, il y a des risques de pourriture. Je tiens à préciser qu'on n'en a même pas fait part dans la procédure amiable avec les anciens propriétaires, tout simplement parce que c'est des choses qu'on a parfois vues après, et puis parce que ça sert à rien. À un moment donné, il y a une telle proportion de problèmes que forcément on en oublie, quoi. Après ces travaux-là, on a eu, pour les mêmes raisons, ici, il y avait un tout petit crack. Et un jour, en mettant le pied, je me c'est bizarre, c'est un peu mou. Et il y a évidemment une grosse zone pourrie ici. Et j'en profite parce que peu de temps après, on s'est aperçu qu'il y avait des problèmes avec les trous des chandeliers. Bah, j'en ai profité pour les refaire, d'être dans la cabine à Loulou pour reprendre ces parties-là. Alors évidemment, un après l'autre, tous les taquets de pont montrent des signes de jeu. Donc ben, celui-là il a été repris, les deux des étraves ont été repris. Il m'en reste encore 2, 4 et un 5 à reprendre. Sachant que j'en ai éliminé 2 à l'avant qui ne servaient pas à grand chose. On a eu le même problème, j'ai eu le même problème de l'autre côté, hein. C'est les deux endroits pareils. Donc ça c'est tout ce qu'on a déjà fait. Récemment on a eu les problèmes de guindeau, là aussi de la pourriture, et comme vous avez pu voir dans les vidéos, c'est pas protégé. Du bois pas protégé, de la pluie, dans la pluie il y a des champignons, vous savez, des spores de champignons, et forcément ça pourrit. Les travaux du guindeau qui sont en passe d'être finis, mais pas sans mal et pas sans frais, encore une fois, hein. Les prochains travaux, plus ou moins, ce sera potentiellement une zone ici devant le poste de bar, sur le roof, et là on sait d'avance que ça va être juste très impressionnant, parce que, et ça va nous coûter cher encore, parce qu'on a malheureusement une belle zone pourrie encore. On a aussi, là, ça a mal été réfléchi, on a des supports de trampoline là, des fixations de trampoline. C'est vissé dans le bois, encore une fois avec du silica. Donc potentiellement on a des risques de pourriture un peu partout sur toutes ces choses là. Donc ça aussi, quand on va changer les trampolines, on va être obligé de tout refaire, les fixations, les reprendre pour améliorer et éviter des risques de pourriture dans le futur. Ça aussi, ça a été mal réfléchi. Il est venu boulonner ici la poutre avec des boulons dans le bois. C'est stupide, mais bon, tout est comme ça. Voilà. Si on prend par exemple ces portes de coffre là, il aurait pu les faire en bois, pas de problème, moi je vais le faire en bois aussi. Sauf qu'elles sont juste peintes. Il a fabriqué un bateau avec de la résine époxy. Pourquoi ne pas imprégner le bois qui peut potentiellement poser problème avec de la résine? Pourquoi juste le peindre? Je serais curieux de savoir. Je pense que tout le début de la construction a été bien fait. Toute la construction en fait, l'assemblage, tout ça. Je pense que clairement, ils ont eu des problèmes d'argent à la fin de la construction et peut-être le ras-le-bol. Donc finalement, il y a des choses comme ça sur la fin qui ont été bâclées. Et surtout, entretien les 2 dernières années. Et évidemment, quand la pourriture commence, après ça va très vite, hein. Après les travaux du roof, on va avoir encore 2 autres postes, même 3 autres postes assez importants à faire. Les 2 côtés, les capots moteurs et des parties qu'il y a autour. C'est-à-dire que sur celui-ci, que j'ai déjà repris, mais je l'ai mal repris, je vais remodifier le système que j'avais déjà commencé à reprendre, parce que j'ai des problèmes autour. Et comme je vous expliquais tout à l'heure, j'ai la marche ici qui est avec la partie verticale qui est pourrie, liée à la pourriture sous la cadène, et l'entrée au niveau du pied de balcon là. Et donc je vais simplifier le système et réparer pour que ce soit très sain et beaucoup plus étanche. Voilà, ça j'ai la même chose de l'autre côté en pire. Parce que là aussi on a un palan qui sert normalement, je vais vous montrer là-bas. On a un palan ici qu'on va enlever aussi. Parce que il ne sert pas à grand chose. Un palan ça sert à soulever du poids. Pourquoi fixer ça dans ce sens là avec un poids sur le palan qui va être
dans ce sens-là. C'est complètement illogique. On met une poulie quelque part, on se sert de la balancine, le bout là qui va en haut du mât, et c'est aussi bien. Il y a des zones molles un peu partout qui n'ont jamais été vues à l'expertise, qui n'ont pas été cherchées en fait. Si l'expert avait cherché les points, potentiellement les points faibles ou les choses qui peuvent impacter un bateau en bois, il les aurait trouvés. Parce qu'aujourd'hui, moi, avec le peu de recul que j'ai, je suis capable de les trouver. Le travail qu'il y aura, et pour le coup, je suis forcément obligé d'être transparent là-dessus aussi, ça, l'ancien propriétaire m'avait dit que ça serait peut-être à améliorer. Ça, c'est quelque chose qui nous a pas été caché, mais malheureusement qu'on est obligé de retarder. Les finances obligent et les pourritures trop importantes à certains endroits nous obligent à faire ça en priorité et de laisser la partie bossoir, donc c'est le sujet, de côté pour l'instant. Donc en fait, la reprise du bossoir là, elle est pas très intuitive et pas très logique, parce que le bossoir a annexe et à panneau solaire qui est quand même assez lourd, surtout quand l'annexe est dessus. Il est de biais vers l'arrière, soi-disant pour le soleil couchant le soir, etc. Le soleil que vous n'allez pas voir au couchant, vous allez l'avoir et l'optimiser en pleine journée quand le soleil est au zénith. Donc pas besoin d'avoir un portique de biais vers l'arrière. Là, il y a une grosse reprise à faire au niveau des supports du bossoir. Bon, on en profitera, je pense, pour remettre un coup sur le bossoir, parce que la peinture sur l'aluminium, ça tient pas très bien. Je verrai. J'essaierai de trouver une astuce pour ça, une combine pour améliorer. Soit ne pas repeindre et laisser l'aluminium avec un traitement dessus. Je sais pas, on verra à ce moment-là. Je vais même pas aborder le problème des coffres, de tout le cockpit et tout ça, qui ont tous des problèmes de pourriture de bois. Mal protégés, mal conçus. Au départ, ça devait pas être très grave. Du moins pas très important, sauf que avec le temps, forcément, les problèmes arrivent, et ces problèmes n'ont pas été solutionnés par l'ancien propriétaire au moment où ils sont arrivés. Par contre, ce qu'on voit et qui se répète un peu partout sur le bateau, en tout cas sur les parties extérieures, ponts et tout ça, c'est qu'il y a des problèmes, il a dû les voir, et on voit qu'il y a des petites retouches de peinture à droite à gauche. Donc on voit bien des petites traces de pinceau, mais la peinture, ça protège absolument rien. Donc voilà, le vrai problème en fait, il est là. Le vrai problème, il est d'avoir caché les choses intentionnellement. Quand on commence à mettre des coups de peinture à droite à gauche, c'est qu'on veut cacher des choses. Sinon, on prend les problèmes à leur base et on va gratter, et en fait, on fait ce que je suis en train de faire. Donc clairement, ça a été caché intentionnellement. Alors une fois de plus, tous ces problèmes, je dirais qu'il y a plusieurs options. La première chose, on peut s'imaginer que les anciens propriétaires n'aient pas vu tous ces problèmes. On peut s'imaginer qu'ils ne pensaient pas que ces problèmes allaient avoir lieu, qu'ils soient passés à côté, ce qu'avec le recul maintenant, je ne pense pas du tout. Je pense que c'était vraiment une vente du kata en connaissance de cause. Ils n'ont pas vendu le kata pour se défaire de ces problèmes, ça je pense pas. Ils n'ont pas non plus vendu le kata pour arnaquer intentionnellement dès le départ. Sauf qu'ils se sont aperçus qu'ils commençaient à prendre un peu d'âge, qu'ils allaient plus vraiment pouvoir l'assumer parce que le voyage, ils étaient trop fatigués pour le voyage, etc. Et ils ont intentionnellement essayé de passer entre les gouttes et de vendre le bateau avec les problèmes qu'il a. À partir de ce moment-là, c'est là où l'intention y a été. On en est pratiquement sûr. On voit très bien qu'il ne pouvait que le savoir. Donc à partir du moment où il le savait et que ça a été intentionnel de vendre le bateau dans cet état et sans en parler, c'est donc évidemment des vices cachés, même pire, c'est du vice dissimulé. Et donc à partir du moment où c'est du vice dissimulé,
c'est encore plus grave, moralement parlant et juridiquement parlant aussi. Ça veut dire qu'il y a de la malhonnêteté derrière, il y a de la fraude, en tout cas il y a arnaque. Là, dans l'instant, à l'heure où je vous parle, on attend toujours une réponse de leur part pour une participation aux dépenses, hein, tout simplement, une solution amiable en fait, pour participer aux dépenses et uniquement pour participer, et je dis bien participer, pas dans la totalité, aux dépenses liées à l'achat des matériaux. On leur a absolument rien demandé en ce qui concerne la main d'œuvre, sachant qu'on fait tout nous-mêmes, l'impact que ça peut avoir, le temps passé, et on leur demande absolument rien non plus pour les préjudices en fait. Ça fait quand même maintenant 1 an qu'on est sur le bateau, ça fait presque, ça va bientôt faire 1 an et demi qu'on l'a acheté et on a commencé à naviguer réellement avec le bateau il y a que 2 mois à peu près. Et on a encore beaucoup de frais à faire avant d'entamer des grosses navigations. Le plus important dans tout ça, c'est qu'on avait prévu une enveloppe pour faire des choses qui étaient prévues. Je parle du bossoir, je parle d'une bague de safran qu'on aurait à faire parce qu'on a un safran qui a un peu du jeu. Je parle de raccords d'hydraulique pour la barre à roue. Toutes ces choses-là, en fait, on en a besoin impérativement pour entreprendre des grosses navigations pour des raisons de sécurité évidentes. Les trampolines aussi, tout ça, ben, on ne peut pas les faire. Parce que même si c'est très important, ça reste moins important et moins urgent que des problèmes de pourriture de bois. Si on ne les traite pas en temps et en heure, ben, ils vont se développer. Ça va continuer à contaminer le reste du bateau. Donc on est prisonnier du temps qu'on va mettre à réparer les pourritures de bois. Si on leur demande une petite somme d'argent, absolument pas exagérée, c'est uniquement pour pouvoir faire les travaux plus rapidement que si on devait les faire en reprenant un boulot ou quoi que ce soit pour essayer d'aller un peu plus vite. Parce qu'on va quand même mettre des mois et des mois à le faire. En fait, ça va être très difficile de le faire en temps et en heure et sans risquer une aggravation de tout ça. Je me dis que si ils acceptent de participer un tout petit peu, ça montre leur possible ignorance quant aux problèmes du bateau. On peut toujours accorder le bénéfice du doute, prétendre qu'ils ne savaient pas. On peut imaginer qu'ils ne savaient pas. Si par contre il y a un refus, à ce moment-là, on pourra se dire que ce sont des personnes dénuées de toute moralité. Ça dévoilerait la malhonnêteté et l'escroquerie dès le départ, en fait. Un petit peu comme l'expert. C'est un charlatan et il est incompétent. Je parle de celui qui a fait l'expertise du bateau, mais je parle aussi de son employeur. En fait, ces gens-là sont des escrocs. Et là, aujourd'hui, après je pense qu'entre les messages téléphoniques, j'en ai déjà parlé un petit peu avant dans la vidéo, en introduction, mais entre les messages téléphoniques, les mails, j'ai été le voir une fois dans son bureau pour lui demander une copie par mail de l'expertise, par mail, hein, donc je ne lui demande même pas d'imprimer des papiers que je ne retrouve pas électroniquement moi dans ma boîte mail. Ça fait autant de chances qu'on lui a donné pour pouvoir se rattraper et dire bon ok j'ai déconné, par contre je vais au moins faire un petit effort derrière. Là en fait le type déconne, il est incompétent, mais en plus il est ignoble et odieux au téléphone quand on lui en parle. J'ai envie de dire c'est de la malhonnêteté ouverte. Je pense que j'ai fait plus ou moins le tour. Alors j'ai sûrement oublié plein de petits points. On va vous montrer l'expertise du bateau et ce qu'il en est ressorti et comment s'est passée l'expertise avant achat. J'ai l'expertise. Bon, j'ai déjà pas mal détaillé tous les problèmes qu'on a et tout ça qu'on a eu, mais juste pour faire un point général sur tout ça avant de vous montrer l'expertise. En tout, on a 2, 4, 6, on a 8 gros points de contreplaqué pourri qu'on a vu qui sont apparus dans les mois qui ont suivi l'achat du bateau. Là, on a déjà commencé à reprendre à divers endroits, mais pas partout. Pour à chaque fois, on sait, même si ça n'a peut-être aucun appui d'un point de vue juridique. Ah pardon. Et coucou. À chaque fois, on sait pertinemment que ces zones-là, elles sont, comment expliquer, on a des petits trucs qui nous reviennent et depuis 1 an. Hein. Par exemple, on a un palan au niveau de la cale moteur tribord
Et je me souviens que pendant les visites du bateau, on était resté 2-3 jours avec les anciens propriétaires, ils nous avaient un peu tout expliqué. En fait, ils nous avaient même tellement expliqué de choses qu'il nous a carrément, il m'a noyé dans les informations. Ça paraissait très bien au départ, sauf qu'après, avec le recul, on voit bien qu'il a noyé le poisson, en fait, à force de dire, d'expliquer mille et une choses. Il a peut-être essayé aussi de noyer le truc et ça laisse pas du tout la place à l'investigation et à la recherche, parce que il était constamment lui à avancer les trucs plutôt que de nous laisser nous le temps d'aller chercher des choses. Et voilà, on est tombé dans le panneau directement. Dans la cale moteur tribord, il y a un palan et il nous explique qu'il faut faire attention, il faut aider avec la main parce que sinon ça peut donner du jeu au boulon, machin, etc. En fait, aujourd'hui, on sait pourquoi il fallait pas tout simplement mettre de poids. C'est parce que toute la zone en dessous, elle est pourrie. Forcément, il le savait déjà. Et comme s'il le savait déjà que c'était un peu fragile, bah, il nous a dit tout simplement de pas faire ci ou de pas faire ça. Derrière un coup de pinceau, mais en plus, c'est vraiment mal fait, quoi. C'est le coup de pinceau trempé dans la peinture. Un coup de pinceau comme ça, c'est même pas, on va même pas chercher. On voit le mec qui est fatigué, qui veut que vendre son bateau et qui va juste hop aller à différents endroits comme ça. Et aujourd'hui, on le sait. Ça fait quoi? Ça fait 1 an qu'on émet des doutes sur leur malhonnêteté, qu'on se dit allez, on va leur laisser une chance, les pauvres, peut-être ils étaient fatigués, ils ont construit le bateau, ils sont arrivés au bout, ils avaient plus trop de moyens et des problèmes de santé, donc peut-être voilà, mais l'histoire était belle, etc. En fait non, en fait on s'est fait enfler, quoi, complètement, on est tombé dans le panneau jusqu'au cou, enfin. Donc voilà, tous ces travaux là, le bilan de la situation, c'est que on est obligé de les faire. Tous ces travaux-là nous ont empêchés de partir pendant de nombreux mois. Aujourd'hui, on a pu commencer un petit peu à voyager à gauche à droite, mais on sait aussi qu'on ne pourra pas forcément aller plus loin que ces distances-là. Heureusement qu'on est dans les Antilles et qu'on peut faire des petits tours sans aller trop loin, sinon on serait bloqué et on pourrait même pas bouger. À côté de ça, ils nous ont parlé de choses qu'il fallait refaire. Ils nous ont parlé du support de l'annexe qu'il faudrait peut-être améliorer. La peinture globale du bateau. Effectivement, le bateau, il a 10 ans. La peinture, elle est à reprendre. Il avait commencé certaines petites choses. Mais là aussi, bizarrement, il avait repeint une partie des étraves. Bizarrement, c'est là où il y a des pourritures. Il avait repeint les 2 jupes arrière. C'est bizarre, là aussi, il y a des pourritures. Il avait repeint deux zones avec de la peinture antidérapante pas très loin du pied de mât sur le roof. Ah ben c'est bizarre, là aussi, il y a des pourritures. Alors ça peut être un hasard, hein, mais à un moment donné on n'est pas des lapins de 3 semaines non plus, quoi. Il y avait la protection des hublots à refaire, les micros perforés qui commençaient petit à petit, voilà, le lazy bag, tout ça on le savait, on avait discuté avec eux. Mais en réalité ils nous ont juste donné quelques petits tips comme ça sur des choses pas très graves, ils nous ont caché des choses plus importantes, quoi. Pour ceux qui n'auraient pas suivi les choses, on a visité le bateau début 2023, parce qu'on est venu en vacances ici, on a regardé, on a visité le bateau, on est reparti en métropole. On s'est décidé à l'acheter. On est revenu ici pour l'expertise. Quand on est revenu ici pour l'expertise, on est resté à bord du bateau avec eux. Enfin, tout ça, ça engage des frais, évidemment. Faire un voyage aller, retour. On prend un expert maritime qui est censé être professionnel, qui est censé être intègre, qui est censé être objectif et neutre. On fait appel à un broker. C'est lui en tout cas qui nous a choisi le bateau. Toutes ces parties, ils n'ont qu'un seul intérêt. C'est le broker vendre le bateau, l'expert facturer une expertise, qu'elle soit bonne ou mauvaise, et l'ancien propriétaire du bateau à vendre son bateau. Quoi qu'il en coûte, sans aucune moralité, sans aucune humanité, sans rien du tout. On a toujours bien insisté auprès des 3 parties sur le fait qu'on voulait partir en grand voyage, qu'on voulait partir avec un bateau plus ou moins déjà équipé, ou alors moins cher et à équiper. On voulait pas trop de travaux, on voulait pas un bateau à refiter ou quoi que ce soit. Tu te souviens, c'est toi-même qui avais posé la question. Tu as dit voilà, maintenant on est là. Quels sont les prochains travaux? Voilà. Quels sont les prochains travaux de partir? Est-ce qu'il y en a? Ta question c'était même ça. Est-ce qu'on va être honnête, transparent entre nous? Dites-nous s'il y a des choses à faire, qu'on puisse les prévoir. C'était question de savoir est-ce qu'il y avait des travaux à prévoir avant de partir? La réponse très claire, rien. Ah non, c'est bon, vous êtes prêts, vous pouvez partir. Rien, on peut partir, quoi. Oui, c'est pareil, quand je lui ai posé cette question-là, j'en ai posé une autre concernant les taux qu'on a tout autour
du bateau. Vu qu'elle les avait pas installés et qu'elle avait des vieux rideaux micro-solaires posés pour le soleil et tout, je lui ai demandé s'il y avait un taux, parce que c'était un budget aussi supplémentaire, le coût du taux. Mais c'est pas grave, d'une manière ou d'une autre, où on le sait, on le prévoyait dans le budget, dans l'enveloppe. Et elle m'a dit non, ils sont en bon état, on les a pas installés, on les utilise pas. Voilà, ok. Donc du coup, quand on arrive au mois de septembre, qu'est-ce qu'on a fait? On a sorti le taux, on a installé tout le taux. Bon, ben, je ne vais pas épiloguer là-dessus, parce qu'on ne va pas épiloguer là-dessus. Vous verrez sur les premières vidéos l'état du taux. Le taux, il est, tout ce qui est cristal était complètement couleur rouille. Donc les fermetures ont lâché aux 2-3 fois qu'on s'en est servi. Donc le taux, tout à refaire. Donc on est parti avec notre taux et on l'a fait refaire chez nous. Elle aurait dû nous dire honnêtement, on lui a posé les questions. On n'en était pas à négocier du prix, ou on n'en était pas à négocier si on achetait le bateau ou pas. On en était à savoir ce qu'il fallait. On avait chacun un bloc-notes avec papier et stylo pour les 3 jours, les 4 jours qu'on était là, noter tout ce qu'on avait à faire. Elle avait juste à nous dire il y a ça et ça. Le problème, c'est pour tout comme ça en fait. C'est pour tout comme ça. Le problème, c'est que s'ils nous avaient indiqué des petites choses, ils avaient 2 solutions. Ils étaient en train de vendre le bateau. Soit ils faisaient les petites choses, ça leur coûtait des sous, ils n'en avaient pas. Soit ils le disaient en étant transparent et honnête, et du coup on aurait baissé le prix du bateau, on aurait négocié. C'est ça qu'ils Donc en fait ils ont eu peur. Ils voulaient vendre le bateau plus cher que ça. Et comme ils avaient déjà baissé le prix du bateau et baissé. Ils avaient trop peur qu'on négocie le prix. C'est ça le problème. C'est passé là. Voilà, qu'on se fasse malhonnête pour une grosse somme de l'achat d'un bateau. Moi personnellement, j'arrive pas à le concevoir, mais à la rigueur, je peux le comprendre. Au moins, ça en vaut la chandelle. On arrive à 65 ans, on a besoin d'une grosse somme en vendant son bateau, on est malhonnête et puis après on s'assoit sur notre moralité et le reste, ok. Par contre, qu'on le fasse, qu'on soit malhonnête pour éviter de négocier pour quelques milliers d'euros, 1000, 2000, 3000, honnêtement, même 5000, là en fait par contre ça dépasse toute ma compréhension du sujet. On n'est pas comme ça et en fait bon voilà, eux a priori oui, l'expert aussi, bon bref. Quand vous êtes 3 jours à bord du bateau avec des gens qui sont propriétaires du bateau, qui vous expliquent comment ils l'ont construit, comment est né tout ce projet, quand vous mangez avec eux 6 repas, voilà, enfin je veux dire à un moment donné, vous faites confiance aux gens quand ils paraissent complètement intègres. On s'est fait avoir en fait. On est tombé dans le panneau. Ils voulaient juste vendre leur bateau quoi qu'il en coûte et basta quoi, c'est tout. Ils en avaient marre, ils voulaient vendre, donc ils ont mis du rouge à lèvres dessus, parce que c'est exactement ça, ils ont mis du rouge à lèvres pour cacher les défauts, machin et tout. Ils avaient trop peur qu'on négocie le prix. On pourrait y passer 4 heures quoi, enfin bref. C'est comme ça. Ça ne veut pas dire que le bateau est de mauvaise qualité, ça ne veut pas dire tout ça. Ça veut juste dire qu'il a été mal entretenu les dernières années, en fait les deux dernières années. Maintenant on va passer un peu sur l'expert. Je ne connais pas les compétences du cabinet, enfin du moins du responsable du cabinet d'expertise. Mais par contre son collaborateur, c'est un incompétent de première. Il nous a expertisé le bateau comme si c'était un bateau en polyester, sauf qu'on a un bateau en bois. Il n'a pas été chercher les bonnes choses. Il aurait pu se limiter à expertiser le bateau et à dire bon il est nickel, voilà, je fais un rapport d'expertise sans aucun défaut, nickel et tout, pas de problème. Sauf qu'au lieu de ça, il n'a fait dans la journée d'expertise, il n'a fait que féliciter l'ancien propriétaire. Avec le recul, sur le moment, on a dit ah c'est super, le bateau il est top, le bateau il est génial, le bateau voilà, on peut l'acheter les yeux fermés. D'ailleurs on lui a posé la question, on lui a demandé ce qu'il en pensait, on lui a demandé ce qu'il aurait fait. Il nous a dit que c'était nickel, enfin bref, il nous a fait des éloges sur le bateau. Il a été faire des éloges et féliciter l'ancien propriétaire en disant que c'était un bateau super bien construit, qu'il avait pratiquement jamais vu ça, qu'il expertisait jamais des bateaux comme ça. Bref, voilà, j'en passe et des meilleurs. Et voilà, en réalité, c'était du théâtre. Alors, est-ce qu'ils étaient de mèche avec l'ancien propriétaire? Est-ce qu'ils étaient de mèche avec le broker? On n'en sait rien. Toujours est-il qu'on a eu affaire à des gens malhonnêtes et je dirais que pour l'expert, c'est même pire que ça parce que c'est un professionnel de l'expertise avec pignon sur rue, etc. On n'est pas là pour se plaindre. On s'est fait avoir, on s'est fait avoir. Par contre, ce qu'on apprécie moins et là ce qui a tendance à nous rendre un peu mauvais en fait et piquant dans cette histoire, ce qui nous pique vraiment au vif, c'est que on s'est aperçu de ces choses-là et très rapidement on l'a signalé à l'expert et aux anciens propriétaires, au broker aussi bien sûr,
quand on a essayé de leur demander des comptes, quand on a essayé de leur demander, leur poser des questions, on n'a pas eu de, en fait, on n'a pas eu de juste retour. On leur a laissé au moins 10 chances chacun, 10 perches tendues pour soit participer, soit les explications. On a proposé à l'expert de venir à bord pour constater les dégâts, mais à aucun moment on a eu une réponse positive. À aucun moment. L'expert a été odieux, il a été impoli, voire grossier, et je dirais même menaçant, parce que la première fois que je l'ai eu au téléphone, il m'a menacé qu'on se voie et qu'il allait m'expliquer comment gérer un bateau, etc. Il a eu des propos juste ignobles et infâmes, et surtout et vraiment pas du tout digne d'un expert, quoi, en fait, d'un expert maritime, d'un professionnel. Je sais pas, nous on a eu des entreprises pendant longtemps, on se serait jamais permis de parler comme ça à un client. Enfin, c'est un truc pour moi complètement improbable. C'est un mec imbuvable, humainement parlant. L'avantage d'être marin, c'est qu'on connaît du monde. Le problème, c'est qu'en fait, les expertises, il en a fait quelques-unes sur des bateaux qu'on connaît où il s'est planté aussi. On en est presque à une dizaine. Voilà. Je crois qu'on a compté 6. On a compté 6 clients mécontents de ce cabinet d'expertise. Voilà. Et l'avantage d'avoir la chaîne YouTube, c'est que maintenant, il y a du monde qui viennent acheter des bateaux, parce que ça c'est un truc de fou, qui nous suivent et qui viennent acheter des bateaux ou visiter des bateaux ici aux marins, et qui nous demandent quel expert ne pas prendre. Alors on ne leur dit pas quel expert prendre, mais par contre ce qu'ils veulent savoir, c'est quel expert ne pas prendre. Quand les gens voient nos vidéos, et quand ils voient qu'il y a un expert qui l'a expertisé, à un moment donné, les gens, quand ils viennent acheter un bateau ici, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous contactent, ils nous demandent quel est notre expert, pour savoir surtout de ne pas le prendre. Donc voilà. Il a loupé, même, on ne lui fait pas la bonne presse, il a loupé quelques expertises. Vrai ou pas vrai, même le broker, il nous a dit qu'il n'allait plus le faire travailler. Vrai ou pas vrai, hein. Ça, on n'en sait rien. Mais même lui a dit, de toute façon, un mec comme ça, je le ferai plus travailler parce que c'est pas du tout correct. Après, encore une fois, vrai ou pas vrai. Voilà. Bref, les conséquences de cette situation, c'est que déjà, les premières conséquences qu'on aurait pu avoir et qu'on a évité de justesse, vraiment de justesse, c'est les risques pour nous. On aurait vraiment pu, et je dis pas, on dit pas ça pour grossir le trait, pour exagérer. Je veux dire, une cadène d'écoute de GV, pour ceux qui savent, ça tient la grande voile. Ça tient la baume de la grande voile. Ouais, je veux dire, à un moment donné, si cette cadène, elle lâche en navigation avec 20 ou 25 nœuds de vent, on fait un empannage sauvage, ça veut dire qu'on peut péter le vide-mulet, on peut péter des écoutes, on peut péter en fait l'autre cadène, la baume peut partir complètement sur le côté, et j'exagère en rien. Un empannage sauvage intempestif comme ça en pleine mer, ça peut avoir des conséquences graves, ça peut aller même jusqu'au dématage. Sachant que déjà le pied de main était pourri aussi. Je parle juste de la cadène. Oui. Le pied de main, c'est la même chose, parce que le pied de main, il n'était pas pourri, mais par contre la pourriture, elle commençait à arriver au pied de main. On s'en serait pas aperçu parce qu'on aurait fait confiance à l'expert et les anciens propriétaires, on serait parti comme ça, on n'aurait même pas été voir, tout simplement. On n'aurait pas été voir les choses. Et si on n'avait pas été voir les choses, au jour d'aujourd'hui, le pied de mât, il aurait été complètement pourri. Le mât, en tout cas, il se serait affaissé. Et en navigation, on aurait aussi là pu risquer un dématage, quoi. Donc tout ça, ça a des conséquences dangereuses. Les étraves, l'étrave bâbord, quand on voit la fixation avec le renfort de la poutre à l'avant, là, sachant que cette poutre, elle est dessus, il y a quand même l'été du génois, de la voile d'avant. Donc ça veut dire que quand on est à la voile, ça tire dessus. Quand on aurait pu faire du près, prendre une mauvaise rafale, la contreplaque, elle se serait désolidarisée de l'étrave. Ça aurait pu être, mais ça aurait pu avoir des conséquences dramatiques. Ces trois points-là sont quand même des points qui sont sur notre sécurité, qui était quand même relativement grave. Heureusement qu'on s'est un peu posé dessus. De toute façon, c'est pas compliqué. On s'est rendu compte de ça en début d'année 2024 quand on est arrivé. La cadène, le pied de mât et les étraves, le taquet, on l'avait vu, et le roof, on l'avait vu déjà au mois de septembre. On est arrivé mi-septembre 2023, on s'est aperçu de ces points-là. Mais on a investigué et commencé à faire ces réparations
que quand on a pu le faire en arrivant en janvier 2024. Il y a juste la cadène qui a été faite par un professionnel qu'on a fait faire entre octobre et janvier pendant qu'on n'était pas là. Ça a été fait en novembre. Il nous a fait la cadène et la deuxième aussi. Oui, bah, l'autre par. Il nous a fait les deux par sécu. Et en fait, en mars, on a Elisa qui était censée venir. On était censé partir faire de la voile pendant une semaine. Elle est venue pendant une semaine. On était censé partir faire de la voile avec. Je veux dire, on ne se serait pas aperçu de tout ça, on serait parti faire de la voile, ça aurait pu être juste dramatique. Enfin bref. En dehors de ça, il y a des préjudices. Ça fait un an un peu plus d'un an maintenant qu'on est sur le bateau. Ça fait un an qu'on aurait dû commencer à s'expérimenter, accueillir de la famille, des proches en fait à bord, etc. Voyager. Le programme, il a complètement changé. Ça fait un an qu'on dépense la plupart de notre argent et de notre temps en fait dans les réparations, sachant que pendant ce moment-là, on ne passe pas cet argent et ce temps dans l'entretien d'autres choses. Parce qu'on ne peut pas tout faire non plus, entre des pourritures qui peuvent vraiment s'accélérer et avoir des conséquences lourdes et graves, et des choses qui sont importantes mais pas aussi urgentes que ça, ben, le choix il est vite fait, quoi. On avait prévu un budget mensuel qui se confirme être le bon pour la vie à bord du bateau, avec une enveloppe pour le cas où. Qu'avec tous ces travaux, l'enveloppe elle est déjà partie, évidemment, vous imaginez bien, et le budget mensuel, ben, il ne suffit plus. Ça ne représente pas non plus des dizaines de milliers d'euros en matériaux. Si on devait faire tout ça par des professionnels, alors là on serait tout confondu, on arriverait très rapidement pas loin de la moitié de la valeur du bateau. Mais on fait nous-mêmes, donc ça représente pas grand-chose finalement, proportionnellement. Ben, ça représente plusieurs milliers d'euros, ça c'est sûr. Ce que je veux dire par là, c'est que petit à petit, chaque mois, ça nous coûte des centaines et des centaines d'euros. À chaque fois, c'est 500, 800, 1000. Un bidon de résine de 5 et quelques litres, c'est 200 balles. Une des planches de contreplaqué, c'est 100 balles. Il faut des consommables, enfin tout ça, ça coûte cher à chaque fois. Et tous les mois, on met 100, 200, 300, 500. Les anciens propriétaires et l'expert, c'est les principaux responsables de ça. Donc ils ne s'imaginent pas les conséquences que ça peut avoir en fait sur une famille, sur les risques, sur le psychologique de chacun et tout ça. Moi j'ai un problème avec ça, réellement, je l'ai un peu expliqué en introduction, on n'est pas comme ça, on n'aime pas. Donc je comprends pas qu'ils puissent réagir comme ça alors mais ils s'en foutent de leur image, ils s'en foutent. Ils ont pris des ronds, ils arrivent à se regarder dans un miroir ou pas d'ailleurs, et ils arrivent à dormir tranquille en ayant arnaqué des gens, et puis c'est tout. Et c'est comme l'expert. Nous envoyer l'expertise par mail, même ça il ne le fait pas. C'est dire en fait à quel point ça ne l'atteint pas, à quel point il ne nous considère même pas. La situation, elle est considérée uniquement par nous. Elle est considérée par personne d'autre, que ce soit l'expert, le propriétaire, enfin voilà. Sur l'aspect juridique, à un moment donné, parce qu'on a eu, même là sur la dernière vidéo, j'ai vu un commentaire passer, mais tout ce qu'on explique depuis déjà plusieurs semaines et plusieurs mois, on ne dit pas qu'on est sûr de gagner en allant au procès, on ne dit pas que... Enfin, on n'a aucune certitude sur tous ces trucs-là, sur tout l'aspect juridique. Mais d'un point de vue moral, on ne demande presque rien. Donc on s'imaginait avoir juste une petite participation au mois de juillet, quand on a commencé à envoyer des mails aux anciens propriétaires en leur disant qu'on avait fait appel à un avocat, etc., etc., etc. Ils nous ont répondu qu'ils allaient eux aussi faire appel à un avocat, mais qu'ils étaient de toute façon pas fermés à une négociation amiable. On recommunique avec eux, je les ai même eu au téléphone au mois de, je sais plus, octobre ou un truc comme ça. Entre temps, je suis repassé voir l'expert. Bon, bref, non, je vous rassure, ils n'ont pas décroché le téléphone. Non. Il a fallu qu'il appelle d'un autre numéro. Ah oui, il a fallu que j'appelle d'un autre numéro qu'ils ne connaissaient pas, évidemment. Ils m'ont juste répondu que c'était l'avocat qui s'en chargeait et que c'était voilà, dans les tuyaux, etc. Courant décembre, là, il y a moins de 2 mois, notre avocat reçoit une info du leur. Mes clients ne sont pas fermés à une négociation amiable. Notre demande, c'est
tel budget, sachant qu'ils avaient déjà reçu un premier courrier avec une somme d'argent et que dans notre deuxième courrier, on a déjà baissé le montant. Si on avait tant d'espoir, en juillet, ils nous disent qu'ils ne sont pas fermés. En début décembre, ils disent, leur avocat nous dit que effectivement il y a une possibilité de négociation. On baisse déjà notre demande et là on reçoit la réponse il y a quelques jours, le jour de l'anniversaire de nos 1 an sur le bateau. Ça nous a un peu gâché la journée. Un refus catégorique parce que de toute façon, soi-disant, ils n'ont rien à se reprocher. Sachant qu'en plus, dans un des courriers de l'avocat, merci à l'expert de ne pas nous avoir envoyé l'expertise par mail parce que du coup, leur avocat s'en est en plus servi de cette info pour nous préciser qu'on n'avait pas fourni l'expertise. Tout ça aurait pu demander très peu d'efforts aux principaux intéressés et responsables et au final, ça va demander des efforts considérables à nous qui sommes finalement juste les victimes de toute cette histoire. C'est juste décevant, une fois de plus, des qualités humaines des gens. En fait. On met tout dans la balance, en fait, les pour, les contre, et puis on verra bien. Cette vidéo, elle est à regarder pour ceux que ça intéresse, évidemment, parce que c'est aussi un partage d'expérience. Pour ceux qui voudraient acheter un bateau, attention, faites bien attention. Le rapport d'expertise, une vingtaine de pages. Les limitations, ça c'est l'outil dont se sert l'expert pour se décharger de toute responsabilité quant à l'intégrité de son expertise. Il y a le sommaire avec tout ce que concerne et comprend l'expertise et l'étendue des limitations de l'expertise. Voilà. Et quand vous lisez ça et que vous signez ça, qui lui donne le droit de se décharger de tout ça, quoi. Voilà. Donc en gros, je vous dis que ça c'est bien, mais ne me croyez pas parce que vous avez signé quelque chose qui me protège dans le cas où ça serait pas bien. Vous avez la description du bateau. Après, point par point, descriptif et observation, la coque. Pour faire un point rapide, aspect correct. Hein. Donc l'aspect c'est la colonne en orange. Correct, donc état de surface, les œuvres vives. Revêtement, osmose, passe-coque. Alors, osmose correcte, pas de trace de présence d'osmose. C'est pas de chance en fait. Construction contreplaqué époxy. Expliquez-moi comment on peut avoir de l'osmose, s'il y a des professionnels qui me regardent. Expliquez-moi comment on peut avoir de l'osmose sur de l'époxy, sur un bateau en époxy. Pied de selle drive, quand on a sorti le bateau de l'eau, ça bougeait légèrement, mais c'est absolument pas un vrai problème. Le bac de safran, à contrôler. La structure, aspect correct partout. Fond de coque, ancrage de l'été, renfort des cadènes. Renfort des cadènes, hein, état correct, plaque métallique, boulonné surbordé. Ça, c'est les cadènes de haut banc. Voilà, poutre avant. Poutre avant, vous avez vu dans nos vidéos comment étaient les poutres avant. Cloison principale, épontilles, mât de cloison, enfin épontilles de mât, cloison. Toutes ces choses-là, hein, voilà, correct, hein, il n'y a absolument rien à signaler. Sur l'expertise. Ça c'est une photo qui est prise au niveau des coffres moteurs. Moi là je vois une tache noire à un endroit où j'ai repris le coffre par rapport à une pourriture. Par exemple l'expert il est passé à côté. Alors je serais sûrement passé à côté aussi, sauf que après coup je me suis aperçu que le coffre il était pourri. Sur sa photo on voit une trace noire, on voit que c'était déjà pourri quoi. On voit des traces d'humidité, des contreplaques de la poutre à l'avant dans les étraves, dans les pointes. Mais il aurait fallu qu'il ait une petite pointe pour aller juste investiguer dans le bois et il se serait aperçu tout de suite des problèmes qu'il y avait. Appareil à gouverner, correct. Le pont, correct. Hein. Rien à dire nulle part. Hein. Alors hublot ouvrant moyen, ouvrant sur le cadre, voilà, c'est juste l'état de l'aluminium hein, qui était légèrement corrodé. Sur la pointe avant-bâbord, l'haussière frappée sur le taquet avant frotte sur le bord intérieur de la coque et endommage le bordé. C'était juste au niveau de la mousse fermée sur l'étrave avant-bâbord. Dans les pointes avant, état général correct, légère trace d'humidité à bâbord. C'est tout. Cette trace d'humidité, elle n'est pas juste à signaler, il aurait fallu qu'il aille investiguer. C'est la seule chose, c'est le seul point qu'il a mis, mais pointe avant marqué correct. Et puis on en a discuté longuement avec lui, tout était nickel. C'est simple, de toute façon, pendant l'expertise, à chaque fois que l'expert venait voir le propriétaire pour lui demander des comptes, c'était à chaque fois en lui disant, en précisant, en disant « Je suis désolé de vous déranger, je suis désolé de vous interrompre, mais il faut bien que je note des choses parce que c'est tellement dans un bon état qu'il faut bien que j'aille voir des choses. Il faut bien que je note des choses moyennes dans l'expertise, sinon il n'y aura rien, quoi. »
Et voilà la légère trace d'humidité dans la pointe bâbord qui n'est absolument pas à l'endroit où il y avait les pourritures, uniquement en bas au niveau d'une strate. Un castillage correct, hein. Voilà, un castillage rien avec toutes les pourritures qu'on a vues déjà en vidéo ces derniers mois. À castillage, rien. Sur le rail du Foc autovireur, les trous de réglage à tribord ont été bouchés. Cela limite les possibilités de réglage, mais cela n'empêche pas le fonctionnement. Voilà, donc rien par rapport aux pourritures. Pareil, gréement dormant, hein, bon, toutes les photos. Le rail de grand voile du mât est marqué à 2 endroits, donc c'est tout en haut. Ça n'empêche pas, c'est marqué, hein, ça n'empêche pas. Le chariot de grand voile ont été changés. Peut-être que c'est dû aux anciens. Bon. Écoute de phoque, incorrecte. Je peux vous montrer tout de suite. Hein. Voilà. C'était à cause de ça. Les voiles, bon ben voilà, aspect correct, usure 50%. Bon, effectivement, elles sont propres, rien à dire. Amarrage et mouillage, bon fonctionnement. Des commandes, c'est juste la télécommande sur un bouton qui était endommagé, qu'on a changé depuis. Il n'y avait pas le boot qui sert de fusible en fait, en cas où la chaîne du mouillage partirait. Il n'y avait pas le boot. Ça a été réglé, ça faisait partie de la liste de choses à faire. Aménagement, ben, correct partout. Électricité, à vérifier au niveau des batteries de service. Il y avait un problème de branchement bon, qui a été résolu. Le générateur, il y avait un problème sur une électrovanne du générateur, mais ça a été fait. Les dates étaient passées sur les réseaux flexibles de gaz. Je les ai changés. Là, l'eau, circuit lavage pont à traiter, les poignées de vannes d'eau qui étaient corrodées. L'assèchement, donc pareil, hein, il n'y avait pas les doubles colliers au niveau des pompes de cale. Radar à tester parce qu'il n'avait pas été testé, mais tout fonctionne, hein. Ça c'est pas rien à dire là-dessus. Donc vous voyez, l'expertise elle est quand même censée être approfondie, sauf qu'il y a beaucoup de choses qui sont restées non vérifiées quoi. Et bon, il y avait les dates des extincteurs qui étaient passées. Tout ce qui est en jaune comme ça, c'est juste des remarques. Hein. Voilà, il y avait l'antivol sur le radeau de survie. Non, il ne faut pas avoir d'antivol parce que sinon vous ne pouvez pas le larguer en urgence en cas de problème. Les balises de détresse qui n'ont pas été contrôlées. Voilà, il y avait le pare-brise à l'avant qui était opaque. C'était les seuls qui avaient déjà en place. Hein. Les autres n'étaient pas censés être comme ça, mais ils l'étaient quand même. Mais bon. La motorisation, ok. Les circuits de refroidissement, incorrect, pas de traces de fuite. Les tuyaux de vanne de prise d'eau de mer, des cell drive doivent être équipés de 2 colliers en bon état. Voilà, il y avait à chaque fois des choses comme ça. Il y avait un problème de cylindre bloc sur un des moteurs. Bon. Le moteur tribord calé pendant l'essai en mer, mais ça a été solutionné tout de suite, c'était un problème de bactéries. Les conclusions, les points dont les bases sont colorés en jaune ou rouge dans le rapport sont à prendre en considération. Les points qui sont en jaune sont repris ici, une estimation, voilà. C'était surtout pour vous montrer à quoi ressemblait une expertise, malgré qu'elle puisse paraître, parce que nous, elle nous paraissait très bien cette expertise. Tout ça, en fait, ça veut absolument rien dire. Parce qu'il peut y avoir du flan dans tout ça, il peut y avoir juste du blabla et un coup de théâtre quoi, pour une vente. Et c'est là où on voit vraiment que notre bateau qui est en bois n'a pas été expertisé comme un bateau en bois. Malheureusement. L'expertise est bonne, tu as un super bateau. Voilà, effectivement, l'expertise est bonne, on a un super bateau. Toujours l'expertise, hein, avant qu'il fasse son rapport, si c'était ok d'après lui, etc. Il nous a même dit que lui, il l'achèterait les yeux fermés. Quoi. Quand on a été voir l'expert, qu'on lui a demandé des comptes, il n'a pas daigné venir à bord pour voir, ne serait-ce que de se rendre compte lui, de contrôler et vérifier si son collaborateur avait fait les choses bien. Nous, on a eu des collaborateurs pendant des années. Ça m'est arrivé pas souvent, mais ça m'est arrivé plusieurs fois, de prendre ma voiture après l'appel d'un client pour aller voir si effectivement les dires du client étaient vrais ou pas sur un mécontentement ou un SAV. C'est la base du commerce quoi. Quand on est commerçant ou quand on est professionnel. Ils ont pignon sur rue, ils s'en foutent. Mais ils ont pignon sur rue, justement, ils ne devraient pas s'en foutre. Il me l'a dit de toute façon. Il me l'a dit. Quand j'ai dit, écoutez, vous savez quoi, je manquerai pas de vous faire de la pub au mouillage. Comme il m'a dit ça, la réputation des experts maritimes n'est plus à faire. Le cabinet ne sera plus à sa près ou un truc comme ça. Bon, de toute façon, il nous a dit que notre bateau, il était en bois de chez Carrefour. C'est pas compliqué. Je crois que c'était en février 2024, sachant qu'on a acheté le bateau en août 2023 et qu'on a commencé à avoir les premiers problèmes sur le bateau en septembre 2023 et que l'expertise, vous voyez bien qu'elle est nickel, il n'y a presque rien dessus. Le même expert qui a pourtant signé à la fin de l'expertise, il me dit moins de 6 mois après que le bateau il a pourri pendant des années au mouillage
qu'il va venir nous apprendre à gérer un bateau et le bateau de toute façon il sera pourri de devant à derrière et qu'il est fait en boîte chez Carrefour. Et justement, en parlant de pourriture au mouillage, fin avril 2023, on revient ici 3 jours chez les proprios pour faire la sortie, expertise, machin et tout. Avril 2023, on valide le bateau, il était pour nous, on n'avait plus qu'à finaliser le règlement. Nous avons pris en charge, nous avons fini de payer le bateau puisqu'on vendait de l'entreprise, donc il y avait un délai d'argent qui rentre et qui ressort, enfin une transaction à faire. On a payé le bateau au 15 août 2023. Nous avons pris à charge le bateau, que ce soit en bouée, on a payé la bouée à partir du 1er mai. On a payé la bouée tous les mois, alors qu'il n'était pas à nous, enfin il n'était pas entièrement à nous. On a payé la conciergerie, c'est-à-dire une dame très bien qui gère plusieurs bateaux et qui est venue gérer le bateau, c'est-à-dire tous les 15 jours qui venait ouvrir le bateau, allumer les moteurs. Nelly, elle est, et si vous avez hyper besoin, compétente. Vous nous demandez les coordonnées, on vous les donnera aussi, on est resté en contact. Donc du coup, on a pris à charge donc la bouée, on a pris à charge les lits pour soulager les propriétaires, parce que quelque part on n'était pas obligé, on aurait très bien pu leur dire bah écoutez, vous savez quoi, tant qu'on paye pas le bateau. Ça fait partie du truc, c'est normal à partir du moment où tu as des bons rapports, il n'y a pas d'entourloupe, je veux dire, on s'en serait jamais plaint. Par contre, voilà, aujourd'hui, voilà, oui, non, mais qu'on nous dise pas qu'on a laissé pourrir le bateau, alors qu'on a pris à charge un bien en entretien, en loyer aussi. Mais de toute façon, on ne peut rien nous reprocher. La seule chose qu'on peut nous reprocher, c'est quoi? Même pas à nous. La seule chose qu'on pourrait nous reprocher sur un aspect purement juridique, on ne parle même pas d'un aspect moral ou quoi, on parle juste sur le plan juridique. La seule chose qu'on pourrait nous reprocher, c'est de pas avoir fait devant un tribunal, c'est de ne pas avoir fait intervenir un huissier tout de suite, dès les premières constatations, et d'avoir fait un peu les travaux nous-mêmes. Mais à un moment donné, dans quel état serait le bateau aujourd'hui et dans quelle proportion auraient été les pourritures aujourd'hui si on ne l'avait pas fait et qu'on se serait contenté de rester à la bouée aux marins en lançant une procédure juridique tout de suite. Sachant que quand les problèmes sont arrivés petit à petit, on ne pensait jamais qu'ils allaient prendre cette ampleur. Moi je parle beaucoup, c'est vrai, de moralité, de tout ça et tout. Bon, j'ai bien compris que ça servait à rien à un moment donné. Peut-être certains vont dire mais il est au pays des bisounours quoi. Non, je suis pas du tout au pays des bisounours. Je suis pas un lapin de 3 semaines quoi. Je veux dire, j'ai conscience des choses. Par contre, j'ai toujours un espoir sur les gens, etc. Sur la conscience des gens, etc. Je pars du principe que quand je me lève le matin, j'ai besoin de me regarder dans un miroir et j'imagine que c'est pour tout le monde pareil. Mais en fait, c'est pas vrai. Et je le sais. C'est tellement plaisant de pouvoir faire confiance à des gens et d'avoir le juste retour et la récompense derrière. Je trouve que c'est très très intéressant ça. Quand vous voyez que l'ancien propriétaire il était pompier de carrière et que l'expert qui a expertisé le bateau il est bénévole à la SNSM, écoutez, vous savez quoi, ça en dit long quand même hein. Sincèrement j'ai du mal à comprendre ça. C'est un truc qu'on pourra m'expliquer toute ma vie, je le comprendrai jamais. Ça fait déjà longtemps, mais c'était bien de faire un point sur la globalité. En fait on nous pose beaucoup de questions sur tout ça. Et comme Nad le disait tout à l'heure, beaucoup de gens nous demandent comment ça se passe pour l'achat du bateau et ceci et cela. C'est important de le dire parce que tout se passe pas forcément bien. Et pourtant on connaît, là on a 2 cas qu'on connaît bien avec des gens qui ont acheté leur bateau à distance avec juste des visites virtuelles. Et ça s'est bien passé. Et ça s'est bien passé, les bateaux sont propres. Pourquoi ? Mais en fait, uniquement parce que le vendeur est intègre et honnête. Ces gens-là sont tombés sur un broker, un expert et un vendeur honnête. Nous, on n'a pas eu cette chance. La décision nous appartient maintenant. Soit on monte au créneau et ça aura des conséquences, soit on monte pas au créneau et ça aura des conséquences, pas les mêmes. Cette vidéo hors série est maintenant finie, elle a été suffisamment longue. On s'excuse par avance si ça a pu être barbant à des moments, mais c'est pour ça qu'on l'a faite hors série, c'est pour ça qu'on a tant insisté là-dessus, parce que elle était dédiée surtout aux gens qui nous posaient plein de questions. J'espère qu'on a été assez clair. Ça a peut-être été un peu brouillon par moment, parce qu'on a aussi
on a aussi l'émotion de notre côté qui joue là-dessus aussi, et un peu de rancœur, hein, on va pas se le cacher non plus. Donc tout ça c'est un peu mélangé et ça se bouscule un peu dans nos têtes depuis quelques jours. C'était important pour nous de le faire. On se retrouve samedi pour la prochaine vidéo et on vous promet de vous montrer des vidéos plus sympas, moins négatives dans les prochaines vidéos. On vous fait un gros bisou, on vous dit à samedi. À bientôt. Merci à tous encore. Bisous, ciao ciao. Et ciao.